3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka 3W. En âme et conscience, je mets un point d'interrogation. L'ont-ils fait parce que instrumentalisé sur ordre de X, Y, il apparaît qu'ils l'ont fait sur ordre de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le droit qu'ils ont dit. Alors, professeur, vous parlez même que la Cour aurait été inféodée à l'exécutif congolais ou au camp du FCC, s'il faut le dire clairement. Mais au moins, il y a certaines personnes, certains experts, certains analystes même, qui ont salué, s'il faut le dire ainsi, l'indépendance de la haute cour, qui n'a pas cédé aux différentes pressions extérieures, notamment celles de l'Union africaine, qui demandait à ce que la cour puisse surseoir à sa démarche en attendant l'arrivée notamment de la délégation de l'Union africaine qui aurait dû se faire le lundi dernier. Malheureusement, ils ont décidé de ne plus venir à Kinshasa parce qu'ils trouvaient sans objet. La Cour quand même a fait preuve de son indépendance, ne cédant pas à la pression, en publiant quand même sa décision le samedi dernier. Et donc là, lorsque vous parlez de l'inféodation, vous ne voyez pas que vous êtes en déphasage avec ceux-là qui disent que la Cour quand même a fait preuve de son indépendance, professeur. Je crois que là, nous sommes à deux niveaux différents. Les gens qui siègent dans les différents tribunaux ici, la plupart d'entre eux, sinon tous, c'est des gens que nous formons à l'université. Quand ils entrent dans la magistrature, et de manière générale, ils se plaignent. L'opinion publique avec eux. Nos juges ne sont pas indépendants. Et ils réclament toujours l'indépendance de la magistrature. Qu'ils subissent trop d'injonctions qui viennent de gauche comme de droite, comme du reste aussi des professeurs d'université en ce qui concerne la cotation des étudiants et la cotation de récipiendaires pour les thèses de doctorat. Les pressions existent. Elles concernent les professeurs, elles concernent les administratifs, elles concernent en plus les gens qui sont appelés à dire le droit. Ça, c'est admis par beaucoup de gens. Sinon, tous, en premier, les gens de droit eux-mêmes, ils s'en plaignent. Vous pouvez demander à un autre professeur, le professeur Luzo Lobambi, avec son organisation là, le nom, il y a un nom propre, celui qui poursuit les détourneurs de deniers publics, etc. Il a monté combien de dossiers qui ont abouti comment pour les gens pris la main dans le sac. Il y a eu dernièrement une affaire avec les faux médicaments. On a arrêté les auteurs. C'était une histoire très grave. Les gens sont passés pour dire, nous espérons que cette fois-ci, on va instruire l'affaire. Mais 2 jours après, les incriminés sont sortis. Donc ça, ce sont des faits regrettables, mais que nous vivons. Je dis en ce qui concerne l'autre volet
que la Cour a quand même rendu son jugement, nonobstant le point de vue de l'Union africaine et même de l'Union européenne. Ça, ce n'est plus le droit, ça c'est plus politique. Je m'explique. Deux choses. Beaucoup de gens instruits ont déjà entendu parler d'un certain McNamara, un Américain qui a été à la Banque mondiale et qui a aussi dirigé, je crois, le ministère de la Défense et même le ministère des Finances européen. Il nous a légué une réflexion. Les États-Unis n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Au niveau des États, ce n'est pas le problème de sympathie, c'est un problème d'intérêt. Vous aurez remarqué que pendant la campagne et avant le prononcé du jugement, l'opinion aussi bien africaine que non africaine tanguait entre Félix et Martin. C'est un calcul. Qui de deux va passer président? Et avec qui je peux améliorer mes relations? Donc c'était la navette. Il mettait ville. À partir du moment où la haute cour, avec l'exécutif en place, se prononce officiellement que le président élu, c'est Félix. Les intérêts changent. Vous aurez remarqué que la SADC, qui avait dit qu'il y avait des choses à corriger, change d'avis. Il fallait même procéder au recomptage de voix. Au départ, la SADC a évoqué cette histoire de change d'avis. Ce n'est plus le droit, je dis, ça c'est les intérêts. Vous aurez également remarqué que l'Union européenne, qui était très virulente avant, et qui se basait, comme avec beaucoup d'autres, sur le rapport de la CENCO, ce sont des évêques, ils ne peuvent pas tromper, nous avons les documents, il y a eu tricherie, etc., etc. Dès que la balance a penché d'un côté, les avis ont aussi changé. Et aujourd'hui, en fonction des intérêts, tous ces messieurs-là cherchent à composer avec celui qui a été proclamé comme président pour diriger le pays demain. Ça, c'est les affaires. Il faut que je sois en bon terme. Et vous avez entendu même le communiqué aussi bien de la SADC que de l'Union européenne. On termine toujours par dire nous demandons au nouveau président de traiter de manière égale avec tout le monde. Ça, ce sont les affaires. Ce n'est plus le droit. On peut reconnaître que vous n'avez pas gagné les élections, mais vous allez diriger le pays, on fait avec vous. Alors, professeur, donc si je vous comprends très bien rapidement avant de vous poser une petite question par rapport à ce que vous venez de dire tout à l'heure, c'est que vous, les verdicts de la haute cour ne relèvent pas ici du droit, mais c'est plutôt un verdict politique. Et puis, lorsque vous dites qu'il y a des gens qui tanguaient entre Limete et la ville, c'est-à-dire entre les deux camps, Félix et Martin, et donc finalement, lorsque la cour
a rendu donc sa décision, son verdict. Donc je peux dire ici, voyant tout cela au terme d'intérêt, c'est que avant que la Cour ne puisse se prononcer, c'était un problème de négociation, et que est-ce qu'on peut créditer l'hypothèse d'une certaine opinion qui parle ici que Fayulu n'aurait pas bien négocié le pouvoir, c'est pourquoi il a perdu. Est-ce qu'on peut créditer cette hypothèse-là? Non. Parce que lorsque vous parlez qu'il y a des gens qui tanguaient entre Limete, donc on voit Félix Tshisekedi, et la ville, donc on voit Martin Fayulu, et que lorsque la balance a penché du côté de Limete, c'est qu'il y a eu un problème de négociation où l'un a mal négocié, l'autre a accepté, et autour des négociations, on ne voit que les intérêts. C'est un peu ça. Non, à ce niveau précis, c'est plutôt un calcul. Lorsque vous avez des candidats aux élections, par exemple, américaines, quand on avance les noms, les Africains se posent toujours la question, qu'est-ce que ce candidat-là va faire pour l'Afrique? On se posait la question en ce qui concerne Obama. On s'est posé la question en ce qui concerne celui qui est là, Trump. On s'est posé la question en ce qui concerne Hillary Clinton, etc. Donc, quand vous avez des candidats, chacun fait son calcul de ces deux candidats-là qui peut être favorable à ma cause. C'est d'ailleurs un problème qui se pose depuis l'époque coloniale. Si vous lisez les rapports politiques de l'époque coloniale, quand il y avait deux prétendants au pouvoir coutumier, le colonisateur cherchait à s'assurer du candidat qui pouvait lui obéir et le défendre auprès des autres. C'est institutionnel, c'est politique, c'est codifié. Chacun fait son calcul. Ici, nous sommes dans un monde capitaliste, c'est le monde des affaires. Kalele va prendre le pouvoir. Est-ce que je peux traiter avec Kalele? Est-ce que je peux traiter avec le rival de Kalele? Ça se fait comme ça. Si vous suivez les affaires Zuma en Afrique du Sud, avec tout ce qu'on a épinglé là-bas, comme affaire de corruption avec les Indiens, c'est un calcul. Vous suivez également l'évolution de la situation au Brésil, c'est toujours un calcul. Vous revenez au Congo avec Lumumba et Iléo à la veille de l'indépendance. Vous savez très bien que les colonisateurs avaient déjà payé un costume d'apparat pour investir Bolikango. Hein? C'est le calcul. Peut-être qu'on l'oublie facilement, mais lorsque les hommes d'affaires tablent, lorsque les hommes d'affaires assistent à des pourparlers, vous avez même des cadeaux qui se font avant qu'on arrive à conclure l'affaire. Peut-être que le commun de mortels ne le sait pas. Est-ce qu'il y a eu des démarches en direction des candidats en présence? Oui. Est-ce qu'on a demandé comment ils allaient se comporter? Oui. Dans l'opinion, voilà pourquoi dans l'opinion, on parle pas en termes de démarches, on parle clairement de négociations. Donc c'est comme s'il y a un pouvoir, mais il faut négocier d'abord. Si vous échouez en termes de négociation. Il n'y a pas encore de pouvoir, il y a des candidats. Des candidats au pouvoir.
on voit parmi les candidats, il y en a eu 21, je crois. 21. Il y en a eu 21. On ne pouvait pas contacter tout le monde. On a vu qui ont émergé. Il y en a eu 3 qui ont pu émerger. Maintenant, on fait le calcul entre ces 3-là. Qui a le plus de chances de remporter l'élection? On le contacte. On doit avoir contacté par principe Chadari, par principe Chilombo, par principe Fayoulou. Ce monde-là tourne comme ça. Professeur, mais ici c'est un peu grave. Vous dites qu'ici il ne s'agit pas de problème de sympathie, mais problème des intérêts, ce que je comprends. Et puis, mais généralement, lorsque ces États-là, notamment de la communauté internationale, les Occidentaux, mais tout ce qu'ils font, même si on dit en termes d'intérêt, n'est-ce pas pour l'avantage ou les avantages de leurs États, de leur peuple? Mais lorsqu'on est sur la table des négociations, là, pourquoi dans la plupart des cas, nos dirigeants maintenant africains ne négocient pas aussi, toujours en termes d'intérêt, pour le peuple et leurs États? Mais finalement, c'est comment? Parce que lorsque je suivis par exemple un analyste dire que l'Afrique du Sud négociait, surtout parce qu'elle se voit dans cette histoire de Inga 3, donc il y a ces intérêts là-bas, mais ces intérêts-là, pas pour les dirigeants sud-africains qui est là en place, Ramaphosa, mais c'est pour le peuple sud-africain. Mais lorsque maintenant nos dirigeants ici en retour, on ne négocie pas pour l'intérêt du peuple congolais, on ne négocie pas pour l'intérêt de tout le Congo. Pourquoi un peu cette histoire à ce stade-là? Les autres dirigeants négocient pour les intérêts de leur peuple, professeur. Je crois qu'il y a 2 choses. Le professeur Kalele a écrit un ouvrage qui lui a permis de sillonner le monde entier. Le Fonds monétaire international et la situation sociale au Zaïre à l'époque. Le problème de négociation est abordé là-dedans. Vous sollicitez un crédit auprès du Fonds monétaire international. Vous dites par exemple, j'ai besoin pour mon pays d'1 milliard de dollars américains. On vous brandit un papier qu'on appelle la lettre d'intention. Ce papier n'est pas rédigé par vous, mais par le Fonds monétaire international. Je peux vous accorder ce crédit que vous sollicitez. J'ai de l'argent dans mes caisses, mais voici mes conditions. Si vous acceptez ces conditions, je vous prête cet argent. Mais ces conditions-là, vous les avez à 2 niveaux. Au niveau de votre pays et au niveau de vous-même. Nous allons accorder le crédit pour le développement dans les secteurs que vous nous indiquez, mais si vous acceptez nos conditions telles quelles, vous aurez une prime. La prime était généralement de 15% du montant qu'on allait accorder à votre pays. Donc le pays gagne, vous comme individu, vous allez aussi gagner parce que vous avez accepté de négocier. Ça se fait dans ces instances-là. Mais ce dont nous voulons parler, lorsque le Fonds monétaire est venu en Tanzanie du temps de Nyerere et qu'il a présenté ses conditions, licenciement, diminution de salaire, etc., Nyerere
Congolais a dit non. C'est inacceptable pour mon pays. J'ai besoin d'argent, mais je renonce à ce crédit. La conséquence, on a assisté à l'incendie de beaucoup de dépôts en Tanzanie. Incendie provoqué parce que vous avez refusé le crédit. Comme un sabotage. La Zambie, du temps de Kaunda, négocier, dire vous voulez une dévaluation de 50%, non, c'est inacceptable. Ça sera trop dur pour moi. J'accepte une dévaluation, par exemple, de 25%. Il y a eu des cas. Mais vous venez chez Mobutu, dit nous voulons que vous dévaluiez votre monnaie de 150%. Mobutu dit oui. C'est ça qu'il a fait qu'il se vantait d'être le meilleur élève du Fonds monétaire. Le bon élève. Et lui recevait, en retour par le truchement de Kengo, cette prime-là d'acceptation. Des conditions. Des conditions. Donc, les négociateurs, les responsables politiques, je disais, il faut les classer en 3 catégories. Les gens qui refusent les conditions parce que c'est trop préjudiciable pour leur pays. Les gens qui discutent les conditions, qui les font revoir à la baisse, et les gens qui les acceptent telles quelles. Donc ce n'est pas monolithique. Et lorsque également vous arrivez au pouvoir, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui au Tchad. Le rabattement des salaires des enseignants. C'est toujours dans ce cadre-là. Vous n'avez pas, vous sollicitez un crédit, vous n'avez pas d'argent, on vous dit nous allons vous prêter l'argent, mais à condition que vous mettiez à la porte autant d'individus dans l'armée, dans la police, dans la fonction publique, dans l'enseignement, etc., que vous rabattiez même les salaires. Vous suivez qu'il y a des grèves là-bas au Tchad. Il y en a aussi dans d'autres pays, je crois, en Tunisie. Les choses se passent de cette manière-là. Les gens qui viennent, ils viennent pour faire fructifier leur argent. C'est des cambistes internationaux. Ils négocient pour s'enrichir et pour enrichir leur pays, les institutions. Maintenant, tout dépend de votre capacité de négociation, de votre force comme puissance politique et de l'éveil et du degré de maturité politique de votre famille. Merci beaucoup, professeur. Tout dépend de votre capacité de négociation. C'est ce que j'ai pu retenir ici pour défendre les intérêts du peuple et de la nation. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce numéro spécial l'après-vote. Mais revenons un peu à la Mouka. Aujourd'hui, que l'Union européenne prenne note, même la France, qui hier, lorsque la CENI avait publié les résultats provisoires, émettait encore des doutes sur ces résultats. Finalement, après les rendus de la Haute Cour, la France aussi a même promis qu'elle sera là par le truchement de son ambassadeur ici à Kinshasa. Donc finalement, l'Union européenne a pris note, l'Union africaine a pris note, la SADC, presque toutes les institutions sous-régionales, régionales, continentales, internationales. Finalement, la suite avec la Mouka, c'est quoi? C'est fini, vous devez accepter l'échec et vous restez travailler dans l'opposition, une opposition républicaine, constructive, en attendant le prochain scrutin. Oui, mais vous posez la question tout en donnant vous-même la réponse.
Il y a eu deux cas d'espèce. En 2006, Bemba se dit avoir gagné les élections avec raison. Il ne dirige pas, mais il est resté dans l'opposition. En 2011, le vieux Tshisekedi père dit qu'il a gagné les élections. Nous avons applaudi. Il a même prêté serment sur la Bible comme président élu. Mais il ne dirige pas. Il n'a pas renoncé au combat. Il est resté dans l'opposition. Et il a fait l'opposition républicaine. Est-ce que ça signifiait que, parce que la communauté internationale et nationale ont dit que Bemba n'a pas gagné les élections, donc Bemba ne l'avait pas gagné. On dit que Tshisekedi n'avait pas gagné les élections, que en réalité ne les a pas gagnées. Non. Il faut revenir à ce problème d'intérêt dont je parle. On sait que celui qui a gagné, c'est elle. Parce que là, en 2011, la même Union européenne reconnaissait qu'il y avait eu trop d'irrégularités, y compris Joseph Kabila. Il y avait trop d'irrégularités, mais investissait quand même Joseph Kabila. On connaît la vérité, mais on la traversit à cause des intérêts. L'individu qui est convaincu d'avoir gagné reste convaincu et fait l'opposition, et une opposition républicaine. Je crois que ça va être le même cas en ce qui concerne des personnalités fortes de la. Merci beaucoup, professeur Mathieu Kalele, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Voilà, très chers téléspectateurs. Merci, très chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Il n'y a pas de commentaire à faire. Vous avez suivi. Il ne s'agissait pas de deux requêtes déposées à la haute cour, telles que le professeur l'a si bien expliqué. Il s'agissait de problèmes de procuration. Et même cette procuration-là, il n'y avait pas deux copies déposées à la haute cour. L'une et l'unique copie. Parce que la première copie était bien enrichie par après. Et c'est ce qui a été enrichi qui a été déposé. Vous avez suivi le problème d'intérêt. Il n'y a pas de débat. La Mouka accepte de travailler dans l'opposition républicaine, mais tout en restant toujours convaincu que c'est lui, donc son candidat, qui avait gagné les élections, mais le problème d'intérêt a fait que la vérité soit travertie. Donc voilà, vous venez de suivre ces numéros. Quant à moi, je vous dis merci de rester fidèle au programme de la RTVS. www.boboko ya mboka. Boboko ya mboka. 3W.